quelque chose sur Ibuka qui veut dire souviens-toi. C'est une chanson et je sais que dans mon jeune âge, mes frères et sœurs trouvaient que je chantais comme un corbeau, m'interdisaient de chanter. Donc ce qui fait que j'ai un blocage pour chanter, je ne suis pas toujours volontaire. Donc je vais demander à Didi de chanter Ibuka. Tu vas chanter Ibuka. Alors, je vais t'aider. Ibuka, Ibuka, ya misi ya marira, amajoro ya maganya, ya mivu ya maraso, ubwo abantu bashiraga. Ibuka, Ibuka. Alors ça veut dire, souviens-toi, souviens-toi. N'oublie jamais rien. Souviens-toi ces jours de pleurs, ces nuits de lamentation, ces torrents de sang, quand on exterminait les nôtres. Souviens-toi, souviens-toi. Merci Lydie. Donc je pense que c'était, puisqu'on m'a invité pour d'abord comme témoin, je pense que c'était une introduction qui a sa place. Je sais que Violette m'a dit qu'il y aura des questions, non des questions sur comment je suis devenue écrivaine. Et dans ma présentation, j'ai pourtant commencé par ça, un peu, parce que comme je rencontre un public jeune, je me suis autorisée à être un peu en vrac. Et puis après, s'il y a la question, on va peut-être creuser davantage, mais dans un premier temps, je pense que je vais y aller comme je l'ai préparé. Alors, la question est de savoir, donc, comment suis-je devenue écrivaine? Tout simplement, face à l'indicible du génocide, j'ai voulu mettre les mots sur l'horreur. Le traumatisme, je ne me rappelle pas qui a cité ça, si c'est Branker, je ne me rappelle pas, mais c'est quand même, j'ai pris ça dans un ouvrage. Le traumatisme du génocide, le terme de traumatisme désigne un événement que le psychisme n'a pas pu élaborer pour se le représenter et l'intégrer à son histoire. Un génocide est un crime qui ne passe pas. C'est un événement que le psychisme humain, excusez-moi, j'ai un accent quand je parle de psychisme, ça doit être assez exotique. Je reprends, un génocide est un crime qui ne passe pas. C'est un événement que le psychisme humain ne peut métaboliser et qui laisse des marques indélébiles. Il affecte l'humain dans son intériorité, dans sa manière d'être au monde et dans son affiliation. La logique du génocide épuise toutes les logiques et contamine définitivement dans nos sens la vie d'après. L'écriture permet alors de retrouver le sens de la vie. Écrire, être écrivaine, ne faisait certes pas partie de mes rêves de jeune fille. Je n'ai pas fait d'études littéraires, non, non. Je n'avais aucune prétention à m'aventurer sur le chemin de la littérature. Non. Ça, c'était pour mon frère et ma sœur aînée. Moi, j'avais choisi autre chose. Je suis assistante sociale et cette profession, c'est mon choix. J'exerce toujours ce métier. C'est le destin en a voulu autrement. C'est le génocide qui a fait de moi une écrivaine. Comment l'a écrit Primo Levi, c'est mon livre de chevet, ça, Primo Levi, si c'est un homme. Ces vivres et témoigner sont inextricablement liés. L'écriture est le moyen le plus sûr pour conserver la mémoire, mais c'est aussi la meilleure thérapie pour un survivant ou un rescapé. Traditionnellement, le Rwanda est d'une écriture orale. La littérature, l'histoire, les événements, les informations importantes, tout était basé sur la transmission de père en fils, de mère en fille. J'étais comme ma mère une bonne conteuse. Mais la mémoire d'un génocide ne peut relever de la seule tradition orale. Il existe une autre forme de conter. On ne peut pas raconter l'irracontable. Je ne peux pas raconter le génocide à mes enfants. Alors l'écrit, bien évidemment, s'impose.
Dès le début, j'ai commencé à noter mes souvenirs sur un cahier que j'avais toujours sur moi, un cahier bleu d'écolier, tant j'avais peur que la mémoire s'efface. Je voulais être absolument sûre de conserver ma mémoire et mes souvenirs. Peu à peu, ces souvenirs jetés en vrac, par ici, par là, ont fini par s'organiser, constituer un texte, mais au début, à aucun moment, je ne pensais publier. C'est après que c'est venu, 10 ans après, quand j'ai pu aller au Rwanda, en 2004, où je me suis trouvée nez à nez, face à face, avec la réalité nue, que Nyamata n'existait plus, que dans les villages où j'ai grandi, il n'y avait plus rien, que la brousse folle. Alors là, je me suis dit, mon manuscrit, je ne peux pas le garder pour moi. D'ailleurs, ce passé ne m'appartient pas. C'est une histoire qui appartient à la communauté internationale. Je me trouvais dans un contexte où le livre en France, je n'étais plus dans le contexte rwandais sur place, dans la tradition orale. Donc je me suis dit, je vais tenter de publier. Et d'ailleurs à cette époque, donc c'était en 2006, à cette époque, je ne me posais pas beaucoup de questions. Quand je pensais à quelque chose, je le faisais. La vie était, vous savez, quand vous sortez du génocide, le fonctionnement est complètement différent. Les gens diraient facilement, c'est une attitude, c'est un comportement suicidaire. Quand vous pensez à quelque chose, vous le faites immédiatement parce que vous ne savez pas si, dans la minute qui suit, vous êtes là. Donc, je pense